contente de vous retrouver pour cette fameuse vidéo FAQ, c'est la deuxième sur la chaîne. Voilà, je vous avais proposé il y a un mois environ poser toutes les questions que vous vouliez et que j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Donc là on se retrouve comme l'an passé de nouveau à Cavalères-sur-Mer au même camping que l'an passé pour mes vacances annuelles. Et je me suis dit que le décor était un petit peu sympa et que voilà, ça faisait l'occasion de répondre à vos questions dans un décor un peu chouette. Surtout quand cette vidéo sera postée, à mon avis, on sera déjà en automne. Donc du coup voilà, ça permet de voir du soleil un petit peu plus longtemps. Donc j'ai pris mes petites fiches, je vais regarder un petit peu toutes les questions que vous m'avez posées. Alors avant de commencer, je voulais quand même vous dire que si ça vous tente, j'avais vraiment très envie de vous proposer de faire un live ensemble sur la chaîne YouTube pour qu'on puisse discuter un petit peu, pour que vous puissiez aussi me poser vos questions en live
et qu'on puisse échanger aussi un petit peu plus facilement que toujours avec ce décalage où vous me posez une question, je vous réponds un petit peu plus tard, avoir vraiment cet échange. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous tente. On pourrait tenter de faire ceci, je pense plutôt un week-end, du coup le soir un week-end, probablement plutôt un dimanche soir, parce que je sais que des fois le samedi soir, il y en a qui sortent un petit peu, etc. Donc plutôt un dimanche soir, je dirais fin octobre, début novembre. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et puis on essaiera d'organiser ça. Donc du coup on commence tout de suite avec le vif du sujet et avec vos questions. Donc là ici on a une première question d'Instagram. Alors, j'ai une question par rapport à un thème que je n'ai encore jamais vu aborder. Comment gérer ses émotions et réussir l'instant présent lorsque l'on a la pression d'un autre cavalier qui attend sur la structure que nous utilisons et nous demande pour combien de temps nous en avons. Ah oui, ça je connais bien. Personnellement, je ne peux plus continuer. Je suis dans une structure de propriétaire dans laquelle il y a une quarantaine de chevaux. Donc voilà, là il décrit un petit peu le manège. Je trouve qu'il est compliqué de gérer le facteur temps, travail, vie personnelle, accès aux installations, autres cavaliers qui viennent perturber la séance, et dans tout ça, il faut réussir à se détendre, se mettre dans l'instant présent, checker notre propre état émotionnel et celui de notre cheval, établir une séance en fonction. C'est parfois le parcours du combattant, surtout en hiver. J'aimerais savoir comment faire. En effet, question très intéressante et je pense qui se pose pour la plupart d'entre vous. Bien, moi je pense qu'avant tout c'est en effet très compliqué quand on est comme ça dans un manège et qui est dans un centre équestre, qui est comme ça beaucoup de monde et pas forcément beaucoup d'endroits pour travailler, d'autant plus en hiver, que tout le monde n'est pas forcément dans cette optique de travailler à pied, hein, d'autant plus qu'il y en a beaucoup qui sont justement dans l'esprit concours, compétition, et qui déjà quand on arrive à pied avec notre cheval nous regardent de travers. Je sais que ça peut être en effet très compliqué. Je dirais que la première chose c'est déjà la communication, d'essayer voilà, de voir avec les gens de l'écurie si on peut éventuellement prévoir un planning, de voir qui passe à quelle heure, notamment les jours de week-end où il y a beaucoup de monde, où se dire voilà chacun a 1 heure, chacun a 2 heures, et comme ça on sait qu'à cette heure là on est complètement libre et que personne ne viendra déranger. Je sais que des fois ça peut se faire dans certaines écuries. Après voilà, je sais que c'est pas forcément possible d'organiser ça, mais si ça l'est, je pense que le premier truc à faire avant tout c'est de communiquer avec les autres et de dire voilà moi je me sens pas à l'aise, j'aimerais bien pouvoir avoir un petit peu de temps devant moi quand je suis à pied pour pouvoir être dans ma bulle, etc. Et voilà, et essayer de voir s'il y a moyen comme ça d'être dans le respect de ce que les autres font et de voir si en face il y a aussi du respect pour ce que nous on fait. Ce qui n'est pas toujours le cas, je sais, c'est très difficile. Mais voilà, de faire déjà un pas vers les autres et de voir s'il y a une possibilité de discuter. Si pas, je dirais que voilà, je vous avais parlé du rituel de mes séances, j'avais fait un petit short là-dessus. En fait, moi je fais beaucoup de préparation avant la séance. Donc déjà, si vous avez votre cheval en paddock, en box, en prairie, etc., de déjà vous connecter à votre cheval avant d'aller dans la carrière, avant d'aller dans les structures communes. Donc vous pouvez déjà faire des massages, faire de la relaxation, de la cohérence cardiaque, déjà de préparer votre état émotionnel, que votre état émotionnel soit complètement clean avant de rentrer en carrière et de préparer suite votre cheval. Et comme ça vous arrivez tous les deux prêts mentalement, physiquement, par ces petits massages, par ces petits exercices de connexion et de relaxation. Tout ce qui est marche en synchronisation, vous pouvez aussi le faire même dans un couloir, dans une allée de pâture, il n'y a pas besoin de beaucoup de place pour faire ça. Faire des petits jeux aussi, pourquoi pas, pousser une balle, prendre un objet, tout ça c'est des petits exercices qui peuvent amuser le cheval, l'amener un petit peu à se connecter et qu'on peut faire voilà, seul dans sa bulle sans être encore dans l'infrastructure avec les autres. Et ça permet d'arriver déjà dans l'infrastructure en étant soi-même prêt, le cheval aussi, et donc du coup on a besoin de moins de temps et du coup d'occuper moins longtemps la carrière et d'être déjà beaucoup plus zen et beaucoup plus prêt à recevoir les commentaires des autres. Après, pour ce qui est de question de recevoir les commentaires des autres, ça je sais que ça peut être un véritable challenge et c'est vraiment, je vais vous mettre une citation que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps et qui je trouve répond parfaitement à cette question, même si en soi c'est beaucoup de belles phrases mais c'est ce à quoi il faudrait arriver. C'est vraiment en fait d'accepter en fait de ne pas être aimé et essayer vraiment de rester dans cette ouverture d'esprit en se disant voilà j'ai tout fait pour que ça se passe bien, mais si ça se passe pas bien c'est pas grave, d'être complètement détaché de ce qui peut arriver et vraiment d'être détaché aussi du regard des autres et de se dire au final qu'est-ce qui me gêne quand les autres critiquent, quand les autres me pressent, quand les autres regardent ce que je fais. C'est vraiment en fait au final le besoin au fond de soi, c'est vraiment le besoin d'être aimé et de se dire ah oui mais si je reste là les gens vont sûrement moins m'apprécier, moins m'aimer, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. C'est toujours cette blessure d'ego et cette peur au final que les gens nous apprécient moins et nous regardent de travers. C'est toujours ce besoin d'amour au final et de se dire de reconnaître ce besoin et de se dire au final je m'en fous.
Je m'en fous si les gens m'en veulent, je m'en fous s'ils m'aiment pas. Après tout, c'est leur problème. Je suis dans mon droit, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai fait tout bien, je leur ai pas mal parlé, j'ai même communiqué avec eux, comme on disait au début de la vidéo, pour proposer des solutions. Après, je suis là, je suis dans mon droit. Et donc, simplement, je continue ma séance en me disant, je m'en fous, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Je suis avec mon cheval, je suis dans mon truc et je n'en sors pas parce que je reconnais que ce qui me pèse quand les gens viennent comme ça me parler en bord de carrière, me regarder, me mettre la pression, ce qui me stresse, c'est que je me dis je dois faire vite pour pouvoir faire plaisir aux autres. Et pourquoi on veut faire plaisir aux autres? Parce qu'on a ce besoin d'amour au fond. Et donc de se dire je me détache de ça et au final, peu importe si les gens ne m'apprécient pas. Alors voilà, moi je sais que c'est quelque chose qui m'a aidé justement de penser ça et de me dire bah au final, moi je fais mon truc et ce qui compte, bah voilà, c'est que mon cheval m'apprécie. Et si la personne que je connais à peine sur le bord de la carrière vient me stresser parce qu'elle veut passer avec son cheval, je m'en fous, elle attendra, je suis dans mon droit, je finis mon truc et je m'en fous ce qu'elle va penser de moi. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé d'identifier ce besoin et de m'en détacher complètement et de me dire après tout ce qu'elle en pense, qu'est-ce que ça va changer, de toute façon on se connaît à peine. Et puis même si c'était quelqu'un que je connaissais bien, justement cette personne me connaît, cette personne est capable de comprendre que c'est important pour moi et donc de nouveau si elle comprend pas, bah, c'est peut-être qu'elle mérite pas mon amitié et que c'est pas à moi à me couper en quatre pour la satisfaire, voilà. Après de nouveau le débat peut aller beaucoup plus loin, mais voilà, c'est se détacher de ce besoin d'être aimé et voilà, je vous mets la citation ici qui je trouve s'intercale vraiment bien là-dedans. Et je trouve voilà, que quand on arrive après à ce détachement, c'est voilà, comme le dit la citation, clairement on se sent beaucoup plus libre. Ensuite, donc on passe aux questions suivantes, aux questions qui ont été posées sur YouTube. Vis-tu près de tes chevaux? Arrives-tu à les voir tous les jours? Auquel cas, quelle est ta routine avec eux? Sinon, n'est-ce pas trop difficile de devoir les confier? Alors, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je fais construire une écurie sur Libramont avec ce qui sera plus tard ma maison. Donc ce sera prêt, je pense, dans à peu près un an et demi. C'est en cours de construction. Il y aura d'ailleurs des vidéos construction qui seront encore postées sur la chaîne. Mais en attendant, malheureusement, non, je ne vis pas encore avec mes chevaux. J'habite à peu près à 20 minutes de voiture. C'est pas très loin, mais le souci c'est comme vous le savez, voilà, je suis juriste, je travaille 40 heures par semaine, voire souvent beaucoup plus. Donc, comme en plus je travaille assez loin, j'ai quand même pas mal de temps de trajet. Donc du coup, je les vois minimum 2 fois par semaine, le week-end. Et alors, comme j'ai droit à environ 30 jours de télétravail par an, j'arrive à aller quand je pose un jour de télétravail 3 fois par semaine. Maintenant, ce qui m'arrive un petit peu plus souvent, parce que comme je commence à donner pas mal de cours, j'ai tendance à poser des jours de télétravail en semaine pour pouvoir donner cours le soir et ensuite aller voir mes chevaux. Ça me permet d'économiser mes temps de trajet. Et alors voilà, quand j'ai des congés, quand j'ai des vacances, là bien sûr j'y vais tous les jours. Mais donc voilà, je dirais que c'est 2-3 fois par semaine que j'arrive à aller les voir. Par contre quand j'y vais, j'y passe vraiment la journée. Quand j'y vais pendant le week-end, je fais vraiment que donner mes cours et m'occuper de mes chevaux. Donc je vais arriver le matin le plus tôt possible. On va déjà prendre son temps auprès, se dire bonjour, prendre un petit moment pour prendre la température avec tout le monde. Ensuite, on va venir faire un long pansage, des longs massages, donc déjà il y en a pour un petit moment. Ensuite, chacun va avoir sa petite séance, donc de nouveau adapté un petit peu à ce que je ressens sur le moment. Je prends aussi également des cours avec mon coach à l'obstacle, c'est un petit peu le cœur de la séance. Ensuite vient le moment de la détente, on fait parfois une petite balade, etc. en fin de séance. On termine parfois par un petit peu des petits jeux pour les amuser, prendre des objets, etc. Vient le moment des petits massages également de détente, puis après c'est le tour de l'autre cheval, et là c'est vraiment très drôle parce que chacun vraiment attend son tour. En général je prends Caresse, et puis après c'est le tour d'Abantos, et ils le savent très bien. Donc Caresse vient tout de suite, et puis Abantos, dès qu'il sent que je suis en train de rentrer Caresse, il est à la porte et il attend clairement que je le sorte, et si je ne le fais pas, là il me fait la tête pendant parfois même plusieurs jours. Donc j'ai intérêt vraiment à toujours m'occuper des deux, à toujours prendre les deux, et à faire une séance assez longue avec les deux, parce que ils ont bizarrement quand même cette notion du temps. Si j'en prends un beaucoup plus longtemps que l'autre, je sens aussi qu'il y a un petit peu de frustration pour l'autre et qui se dit là ça a été trop court. Et souvent j'ai un cheval du coup qui bloque, qui n'a pas trop envie de rentrer, qui a envie de ressortir, voilà. Donc ça c'est toujours assez drôle à voir. Et comme je vous dis, voilà, je passe la journée. Donc si une fois que j'ai fini les 2 grandes séances avec chaque cheval, je sens qu'il y en a un qui a envie de ressortir, qui est de nouveau à la porte, qui me fait clairement sentir qu'il a envie de revenir avec moi, et des fois on repart. Donc soit pour de nouveau un petit pansage, une petite gratouille, soit des petits jeux à pied en carrière, soit on part un petit peu en balade, que ce soit à pied ou montée. Donc voilà, on peut refaire même quelque chose comme ça après la grande séance, mais de complètement autre. Si j'ai monté le matin, clairement l'après-midi on va faire quelque chose plutôt à pied, plutôt cool, qui ne demande rien physiquement au cheval. Et puis ça peut être aussi un petit truc en duo, un petit truc tout simple, un petit cache-cache comme on avait fait une fois dans l'écurie. Voilà,
C'est vraiment, on passe la journée ensemble, je ne suis pas dans la recherche de travail, de nouveau, je suis dans la recherche de communication. Et donc autant on a la séance le matin où j'essaye d'avancer un petit peu plus, que ce soit à pied ou monté, sur un exercice en particulier, de nouveau sans pression. Après le reste, c'est vraiment, on se laisse porter, on s'amuse et il n'y a vraiment pas d'objectif. Alors du coup, sinon il n'y a que moi qui m'en occupe, c'est-à-dire que la propriétaire de la pension, elle se contente de donner de la nourriture. Quand il fait froid, voilà, de les rentrer au box, ils ont des box pour l'hiver où ils peuvent rentrer la nuit, mais la journée ils sont toujours en paddock prairie avec l'abri qui est ouvert en permanence, donc il n'y a vraiment que la nuit l'hiver où ils sont rentrés, et donc la propriétaire ne s'occupe vraiment, la propriétaire de l'écurie ne s'occupe vraiment que de ça. Je suis seule dans ces écuries avec la propriétaire, donc c'est vraiment tranquille. J'ai un petit peu fui, hein, comme je vous disais, les clubs avec beaucoup de monde, etc. Ça me permet aussi justement d'avoir ces séances très très longues, de ne pas avoir ce problème, comme on disait tout à l'heure, de carrière prise, etc. Ça me permet que si j'ai envie de passer 4 heures en carrière, je passe 4 heures en carrière. Enfin bon, façon de parler, mais voilà, d'avoir vraiment la liberté à ce niveau-là. Clairement, les confier à un autre cavalier, etc., je pense que j'aurais du mal. En plus, ce sont des chevaux assez sensibles, assez compliqués, donc si je suis là, ça se passe très bien. Mais voilà, ce sont des chevaux en plus qui sont très très fins, donc comme je vous disais quand je vous expliquais que je proposais des séances savoir-être, où je proposais à des gens de venir tester la communication avec caresse et aventeuse, je tiens toujours à être là, justement pour pouvoir dire stop, pour pouvoir guider les gens, guider les chevaux, voilà. Je ne veux pas les laisser seuls avec quelqu'un et détériorer justement cette finesse. Et en plus, moi je suis d'avis que clairement, ils sont bien mieux à faire une pause tranquillement en prairie entre eux, que de travailler éventuellement à l'envers, mal, pas dans la même optique que moi. Ça va juste mettre du stress à tout le monde et ça ne sert strictement à rien. De nouveau, je ne suis pas dans un objectif de compétition tous les week-ends, on saute un petit peu pour se faire plaisir, mais voilà, je ne suis pas du tout dans la recherche de performance à tout prix. Je n'ai pas ce besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne absolument s'en occuper. Alors, question suivante. Comment as-tu rencontré les chevaux dans ta vie? D'où te vient cette passion? Et ensuite, comment as-tu réalisé que le club n'était pas pour toi? Ben donc les chevaux, en fait j'ai commencé assez tard, j'avais je crois 17 ans, ouais, 17-18 ans. Ça m'est venu vraiment tardivement, personne dans la famille ne faisait du cheval. J'avais une amie qui montait un petit peu dans un club, qui m'en parlait de temps en temps. Et voilà, mais ça faisait longtemps qu'elle en faisait, l'envie ne m'était jamais venue spécialement de l'accompagner. Et il y a un jour où je l'ai contactée, je lui ai dit je vais commencer, on va aller monter ensemble, je vais essayer de t'accompagner et de prendre cours. Et ça m'est venu, je pense, en fait à un moment de ma vie où j'avais eu quelques déceptions, je pense, au niveau humain. Et que je m'étais dit que ça me ferait du bien d'avoir déjà une vraie passion, quelque chose vraiment à me raccrocher, quelque chose qui me plaise vraiment. J'avais fait un petit peu de théâtre, etc. Mais après, avec les études, il y avait de plus en plus de choses à faire, j'avais de moins en moins de temps, parce que le théâtre c'était quand même un investissement à la fois au niveau des cours, mais aussi au niveau des pièces. On préparait toujours une pièce, donc il fallait étudier à la maison un petit peu la pièce, répéter, etc. Donc ça demandait quand même beaucoup de temps que je n'avais plus forcément à ce moment-là. J'avais également fait un petit peu le tour à ce moment-là et j'avais envie un petit peu d'autre chose. Et voilà, j'étais quelqu'un qui avait toujours énormément aimé les animaux, toujours été dans cette recherche de communication. Même toute petite, je me souviens, on avait des daims au fond du jardin en liberté et j'essayais toujours de créer comme ça une communication. Je me souviens, j'avais même essayé, on allait souvent leur apporter du pain sec et j'avais même essayé quand j'étais petite d'essayer de leur apprendre, pourtant j'avais aucune notion de désensibilisation, rien du tout, mais de leur apprendre parce qu'ils avaient très peur du bruit du sac où je mettais le pain, et de leur apprendre que le bruit du sac, en fait c'était positif, c'était associé au pain, à la nourriture, et pas associé à cette idée de peur. Et donc j'essayais, voilà, je me souviens, de me reculer avec le sac dès qu'ils commençaient à avoir peur, de réavancer un petit peu quand je sentais du calme. Et donc j'avais voilà, déjà des idées comme ça, et je me souviens qu'à la fin, j'agitais le sac, même si j'avais pas de pain, ils couraient tous à la barrière pour venir attendre la nourriture. Et donc voilà, je pense que j'avais déjà cette sensibilité quelque part, et à cette époque de la vie où j'avais eu quelques déceptions, je m'étais dit pourquoi pas commencer quelque chose avec les chevaux qui sont des êtres très sensibles. J'étais tombée, je crois en plus, sur le dessin animé Spirit que je n'avais jamais vu quand j'étais petite. J'étais tombée dessus assez tard, et donc je pense que j'avais aussi ces images en tête et je m'étais dit voilà, c'est avec les chevaux, on peut faire quelque chose comme ça. Je sentais que ça allait réveiller quelque chose en moi, je ne pensais pas que ce serait à ce point-là. Mais voilà, j'avais cette intuition sans savoir vraiment la formuler, mais voilà, ça a souvent été comme ça moi dans ma vie. C'est souvent parti d'intuition, de petits sentiments où je me dis ouais, ça c'est pour moi, puis suivre un petit peu cet instinct. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec le terrain que j'ai acheté pour ma maison. Je faisais des recherches depuis un petit moment, et pour le terrain, en fait, dès que j'ai vu la photo du terrain sur l'annonce, j'avais encore pas lu ni le prix, ni l'endroit, ni la dimension, rien du tout. J'ai tout de suite su, j'ai eu l'intuition
que c'était ce terrain-là. Et donc voilà, moi j'ai toujours un petit peu comme ça suivi mon intuition qui ne m'a jamais vraiment trompée. Et donc les clubs, oui, j'ai très vite senti en effet que c'était pas pour moi. Un amalgame de choses en fait. Déjà voilà, beaucoup de monde, beaucoup de bruit, je trouvais que c'était vraiment un environnement stressant. Je trouvais autant les chevaux étaient des animaux tellement calmes, qui dégageaient vraiment quelque chose de charismatique. Et à côté ces humains qui faisaient du brouhaha tout le temps. Moi clairement je me disais, il y a une espèce de dissonance. J'avais beaucoup de mal avec ça. J'ai relu récemment des textes que j'écrivais quand j'ai commencé l'équitation. Je me dis mais waouh, en fait j'avais déjà une bonne vision en fait du monde du cheval, j'avais encore rien lu et ça rejoint ce que je vous dis maintenant quand je vous dis moi ce que je voudrais dans les clubs, c'est qu'on commence à apprendre aux enfants le savoir-être, le calme, la communication avec le cheval, qu'est-ce que c'est un cheval, que c'est un animal sentient, qu'il a aussi des émotions, comment on peut dialoguer avec, comment le comprendre, parce que de nouveau, les peurs qu'on peut avoir, cet animal c'est impressionnant, on peut vite être évaporé une fois qu'on comprend comment il communique, on comprend comment on peut communiquer avec le cheval, et puis voilà, commencer à pied, commencer par travailler tout ce savoir-être avant d'aller travailler la technique. C'est déjà des idées que j'avais à ce moment-là, j'ai retrouvé, je vous dis, des textes où je parle de ça, des textes aussi où je parle de ces chevaux enfermés en box toute la journée, qui sont complètement renfermés sur eux-mêmes. Je parle déjà à cette époque des chevaux renfermés. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais d'ailleurs la 4e de couverture de mon livre sur l'ouverture de la communication avec le chevaux renfermé, j'ai repris une partie d'un texte que j'avais écrit à cette époque-là quand j'ai commencé l'équitation, et c'était vraiment mon ressenti en club, que les chevaux étaient des animaux extraordinaires et qu'il fallait vraiment les rouvrir à eux-mêmes, parce que dans les clubs ils étaient complètement enfermés et éteints. Et je me souviens voilà, qu'à l'époque j'avais écrit ce texte et que je commençais un petit peu au box à utiliser un petit peu la voix comme ça sans savoir trop comment faire, à essayer d'avoir le regard, d'avoir ce début de lien. Je passais beaucoup de temps au pansage. Je me souviens il y avait beaucoup de chevaux à problème là-bas parce qu'ils étaient enfermés au box toute la journée, c'était vraiment pas facile. Beaucoup de chevaux qui étaient agressifs, il y avait une jument qui tapait au moment où on lui mettait le mort. Et donc je me souviens que j'avais essayé avec beaucoup de douceur de l'amener à venir mettre le mort toute seule. Je me souviens plus exactement comment j'avais fait, mais je me souviens par contre qu'à la fin, cette jument, elle mettait son mort beaucoup plus calmement avec moi. Et également j'ai le souvenir d'un petit poney qui s'appelait Miltache. On montait d'ailleurs en mort simple, j'avais même sauté avec lui en mort simple alors que tout le monde le montait je crois en pélame. C'était un cheval qui embarquait, qui était vraiment très stressé, très nerveux. Et avec moi je montais reine longue, dans la décontraction, il était magique ce petit cheval. Voilà, et donc c'est à tout ça que je m'étais dit, à tous ces éléments, je m'étais dit clairement le club, je vais être malheureuse parce que j'avais toujours mal au cœur pour les chevaux, j'avais toujours envie de faire des choses. Donc voilà, comme je vous disais, je commençais au box, etc. à faire des petites choses, mais ce qui n'était pas toujours entendu par les moniteurs, il fallait que ça tourne, voilà, qui n'était pas forcément dans cette vision-là. Et donc je n'étais pas à ma place. Et donc ça rejoint, du coup, la question suivante qui nous dit: y a-t-il un lien avec le centre équestre où tu as rencontré deux minots à Bantos et Caresse? D'ailleurs, apprécies-tu toujours aller dans ce centre? Eh bien oui, c'est vraiment voilà, la question qui fait le lien avec la question d'avant. Je crois que j'avais à ce moment-là 6 mois d'équitation. Ouais, je crois que c'était justement, c'était pour fêter l'équivalent du bac pour les Français. Mes parents m'avaient dit, cette année on va te payer un été cheval, tu feras des stages d'équitation, etc. Et donc j'avais regardé un petit peu sur internet ce qu'il y avait justement comme centre équestre dans la région de Cavalère, donc d'ici où je suis actuellement, pour regarder un petit peu où je pourrais faire ces stages. Et donc de nouveau l'intuition en fait. Dès que j'ai vu le centre équestre dont je vais vous parler maintenant, dès que j'ai vu le site internet, j'ai dit celui-là clairement il est pour moi, je sens que ça va être bien. J'en avais vu d'autres mais celui-là j'avais le coup de cœur. Et donc du coup j'arrive dans ce centre et en fait c'est là que j'ai vraiment découvert une autre facette de l'équitation. Là, dans mon club où j'étais en Belgique, on m'aurait clairement pas emmené dehors avant que j'aille un niveau exceptionnel. Alors que là, dans ce club, on a tout de suite dit, non, on va dehors, on va faire des randos, même si on est débutant. On est parti dehors, on a même été sauter des obstacles à l'extérieur. Et donc le gérant, donc Michel, dont je vous parlerai encore dans la vidéo qui va sortir la semaine prochaine, lui, il a senti justement, je pense, que j'avais quelque chose avec les chevaux. Il m'a vraiment donné la confiance. En fait. Il m'a donné ce qui me manquait, parce que autant j'apprenais beaucoup le faire. Dans l'écurie en Belgique, ils avaient un gros niveau en dressage, alors oui, j'avais un peu de technique, mais j'avais aucun être. J'avais ça en moi, je sentais que j'avais ça en moi et je pense que Michel l'a senti aussi et je pense que les chevaux le sentaient aussi, mais je n'arrivais pas à faire sortir ce savoir-être dont je vous parle toujours actuellement. Et c'est grâce à Michel que j'ai pu faire sortir ce savoir-être, parce que j'ai pu avoir la confiance en moi, la confiance dans les chevaux. Je me sentais jamais en sécurité dans ce manège en Belgique. En plus, je vous avais déjà parlé de mon problème de vue, plus ça va vite à cheval, moins je vois. Et donc il faut bien vous imaginer que quand je saute à cheval,
je ne vois rien, je ne vois même pas les obstacles. Donc c'est par la communication avec le cheval que je peux aller sauter. Et donc si j'ai pas cette communication là, clairement c'est un peu la panique. Et donc ça, j'avais du mal à l'avoir en Belgique. En plus on montait beaucoup en carrière intérieure, donc beaucoup entre quatre murs, c'était pas un environnement vraiment détendant. Et donc là dans le sud, j'ai pu vraiment prendre cette confiance, on faisait vraiment des petits jeux. Michel est vraiment très pédagogue, donc il arrive en faisant des petits exercices qui paraissent tout simples, en fait à nous amener petit à petit à se dépasser, à dépasser nos peurs et à faire des choses en s'amusant qu'on n'aurait pas fait si on nous avait expliqué vraiment avec la technique. On se serait mis à stresser, on sautait des fois 4 obstacles de suite. Moi j'avais jamais sauté de ma vie, je me lançais là-dedans avec le sourire, je n'avais pas peur, j'avais la confiance. Et après voilà, on a été dehors et c'est vraiment, je trouve, quand on va dehors qu'on prend de l'assiette, qu'on prend de l'assurance et qu'on sait vraiment monter un cheval avec les montées, les descentes, les obstacles. Tant qu'on monte dans le bac à sable, je trouve qu'on ne sait pas monter vraiment. Quand on se mesure vraiment à tout ce qui peut arriver en extérieur, qu'on devient vraiment, je trouve, cavalier, qu'on devient vraiment homme de cheval. Et donc bah voilà, Michel aussi, il m'a permis de tenter en fait tout ce que je voulais. Il me faisait confiance et donc bah, c'est là-bas que j'ai découvert Domino, hein, comme je vous avais raconté, notre rencontre voilà, dans ce club alors que j'avais que 6 mois d'équitation. Coup de foudre avec cette jument qui ne faisait plus rien et qui avec moi s'est mis à donner énormément. Il m'a fait confiance. Après, quand je revenais chaque été, je lui disais avec Domino, j'aimerais bien tenter de travailler un peu à pied, alors que j'avais aucune expérience. Lui n'en avait pas non plus, il m'a laissé faire, il m'a laissé tenter des choses. Il avait même à une époque un oncle espagnol absolument magnifique, qui était tout jeune, qui venait d'être castré, qui était un petit peu fou. Il m'avait laissé tenter des choses aussi à pied avec lui. Voilà, il me faisait confiance et il m'a laissé également commencer à monter Domino en cordelette là-bas. J'avais dit j'aimerais bien la monter en liberté, mais bon bah écoute si tu veux. Donc il restait là quand même pour surveiller un peu, mais il me laissait vraiment tenter tout ça, même s'il ne connaissait pas l'approche. Voilà, il s'intéressait, je pouvais lui proposer des choses, il les reprenait, il les encadrait pour les améliorer, et c'était vraiment le club en fait de tous les possibles, avec quelqu'un de très pédagogue qui m'a donné la confiance. Et donc vous le verrez d'ailleurs dans la prochaine vidéo où je travaille avec le cheval de Michel, avec le cheval de ce gérant. Pour moi la boucle est bouclée en fait, ce gérant qui m'a vraiment, je peux dire tout appris, parce qu'il m'a tout appris au niveau du savoir-être, et clairement j'en serais pas là aujourd'hui si je ne l'avais pas croisé, parce que déjà j'aurais pas croisé la route de mes chevaux, et puis surtout je serais dans la peur et j'aurais probablement arrêté l'équitation. Donc voilà, la boucle est bouclée, parce que lui qui m'a tout appris, à présent c'est moi maintenant qui lui retransmet mon savoir au niveau du travail à pied avec les chevaux. Et donc ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. Mais donc je trouve vraiment qu'il y a vraiment une forme de boucle, une forme de chose qui se finit bien. Et alors après voilà, ce gérant, bah, ça reste une écurie, donc forcément ça doit tourner, c'est son gagne-pain, c'est dans le sud en plus, donc la qualité du foin n'est pas toujours bonne. Il n'y a pas toujours les revenus nécessaires non plus, donc les chevaux, bah, il y avait des périodes où ils étaient assez maigres. Évidemment, il faut que ça tourne, donc de nouveau, les chevaux, voilà, je ne dirais pas qu'ils sont exploités, c'est-à-dire que les chevaux, ils vivent quand même en paddock, ils vivent dehors toute l'année, ils n'attendent pas toute la journée scellée. C'est chaque cavalier qui vient monter, vient préparer son cheval, vient le monter en carrière, ensuite le décèle, s'en occupe et le remet au paddock. Donc c'est pas des chevaux qu'on peut voir dans certains clubs qui sont attachés toute la journée, scellés, prêts au cas où le touriste arrive. Ça oui, maintenant bon voilà, c'est des chevaux qui donnent quand même beaucoup. Par contre, tous ces chevaux, en fait, il les a gardés très très vieux. J'ai rarement vu ça dans les clubs. Il avait encore des chevaux de plus de 30 ans très récemment, qui sont encore en très bonne forme, qui n'ont pas de soucis physiques. Il a toujours fait attention à bien doucher les chevaux après chaque travail. Ce sont des chevaux qui vont beaucoup dehors, sur terrain varié. Donc du coup, ils ont quand même un bon mental parce qu'ils voient beaucoup de choses. Ils sont beaucoup dehors, ils font pas du tout toujours les mêmes balades. Il y a énormément de balades ici. Ils font un peu de carrière, un peu de jeu, un peu de voilà. Donc ils vont aussi à la mer, ils font aussi des bains de mer. C'est pas la pire des vies au niveau du club. Par contre, voilà, ça reste un club. Je sais qu'il a eu des critiques à un moment donné parce que justement ses chevaux étaient maigres. Donc voilà, ça après c'est autre chose, mais moi je vous parle vraiment de l'homme en tant que tel et de ce que vraiment ça m'a apporté au niveau de ce que je suis aujourd'hui. Alors, question suivante. Pourquoi choisir Caresse pour les sorties en vacances et pas Aventos? Eh bien déjà premièrement parce que quand Caresse est arrivée, il y a 2 ans et que j'ai commencé vraiment à faire des sorties, et ben c'est elle que j'ai choisie parce que Caresse partait de beaucoup plus loin que Aventos. Elle avait vraiment besoin de progresser beaucoup plus. C'est une jument que j'ai dû vraiment redébourrer, repartir de zéro. C'était une jument en plus qui avait vraiment des soucis au niveau de la balade au moment où je l'ai eue. Aventos en avait eu aussi mais ça allait beaucoup mieux.
au moment où j'ai commencé à faire les sorties, Caresse, elle se figeait complètement en balade. Et donc je me disais, la mettre avec d'autres chevaux va lui permettre également de se reposer un petit peu sur eux et va l'aider un petit peu à aller plus loin. Et puis surtout, c'est une jument, j'ai tout de suite senti, même si elle se figeait en extérieur, qu'elle s'arrêtait tous les mètres, c'est une jument qui adorait aller en extérieur. Elle avait peur, mais je sentais toujours, elle me demandait toujours pour aller dehors. Elle allait toujours vers les chemins en extérieur. Souvent quand je lui proposais d'aller soit en carrière, soit en extérieur, elle allait toujours d'elle-même vers l'extérieur. Elle voulait toujours y aller. Elle avait peur de tout, mais elle voulait y aller. Et c'est une jument qui adore, voilà. Maintenant on fait un petit peu d'endurance aussi, vous avez vu les courses d'endurance qu'on a fait l'an passé, on fait des grandes randos, c'est quelque chose qu'elle adore, faire des grands tours très très longs. Abantos, lui, il va se lasser un petit peu plus vite, quand ça dure un petit peu, voilà, il faut que ce soit un petit peu plus varié. Une Caresse, elle peut marcher pendant des kilomètres, elle adore ça. Et donc avec elle, j'ai dû beaucoup travailler à l'extérieur, lui faire toucher des objets comme je vous avais montré, travailler beaucoup de changement de focus aussi, parce qu'elle était toujours attirée par des choses et elle se figeait en regardant les choses. Donc lui apprendre à venir toucher ces choses, à venir les analyser, ensuite à changer son focus pour venir se remettre sur moi, se rassurer. Donc voilà, il y a eu tout un travail, mais le fait d'aller en balade avec d'autres chevaux lui a permis également de se rassurer un petit peu plus. Contrairement à Abantos, qui lui, il avait des problèmes avec les balades au tout début quand je l'ai eu, il était fou. Lui, il me faisait les balades en reculant, en cabrant, en sautillant, voilà. C'est un cheval qui ne savait pas marcher en balade, tellement il était nerveux. Et lui, ce qui m'a aidé, c'est voilà, de créer le lien, de créer la connexion et surtout de partir ensuite en balade en cordelette. Une fois que je l'ai complètement lâché, que je lui ai donné ma confiance en balade, ça a été réglé et maintenant voilà, on fait des kilomètres, il n'y a plus de soucis. Par contre, lui, Abantos, il a vraiment besoin de sa bulle avec moi en balade. Il a vraiment besoin que je l'écoute. Il y a des moments où il va chauffer un petit peu, je vais le sentir, il va falloir que je le laisse galoper un petit peu. Il faut vraiment que je m'adapte à lui. Il ne peut pas suivre un groupe et s'adapter aux autres chevaux. Caresse, elle n'a pas de souci avec ça, elle est très résiliente, si les autres chevaux se chauffent, elle va réussir à rester calme, etc. Abantos, ça risque de le submerger et ça risque de lui donner des mauvaises idées. Donc lui, en plus, il n'apprécie pas spécialement les balades avec les autres chevaux, parce que même quand je le sors avec Caresse, dès que je suis pas assez connectée avec lui, parce que je m'occupe aussi de Caresse, tout de suite ça va l'énerver. Il ne se repose pas sur Caresse, il se repose sur moi. Et pareil, si on va balader en groupe, il va se reposer sur moi et le groupe va plutôt l'agacer. Alors que Caresse, elle, ça forme un tout, moi, le groupe, et ça la rassure. Donc avec Abantos, je privilégie les sorties seules. J'ai déjà fait des grandes balades avec lui tout seul, où on allait découvrir les environs. Je partais même avec ma carte sous le bras, et puis on choisissait les chemins au fur et à mesure. Il a peur de rien, une fois qu'il est avec moi, il passe partout. Donc ça, c'est vraiment super. J'ai fait également des sorties cross avec lui, où je l'ai emmené un petit peu à gauche à droite, des sorties un petit peu obstacles du temps où on sautait. Ça, on a fait. On avait même fait un petit concours, etc. Voilà. Mais par contre, les grandes balades où il faut attendre le groupe, s'arrêter par moment, repartir, et pas faire toujours comme je ressentais qu'Abantos a envie de faire, là ça va être compliqué, ça va être cause de beaucoup de frustration pour au final pas grand chose. C'est un cheval qui est très content quand on va balader que tous les deux. Donc voilà, je le garde avec moi. Et Caresse, à qui ça fait plaisir, voilà, je l'emmène sur des plus grands tours. En sachant qu'en plus elle ne va pas se lasser. On peut partir 6 heures en balade, elle ne va pas d'un coup me dire j'en ai assez, je suis saoulée. Que Abantos, lui, 6 heures de balade, clairement je sais que ça va l'agacer au bout d'un moment, qu'il va dire on fait autre chose. Et c'est très embêtant parce que lui, quand son seuil est atteint, qu'il dit j'en ai marre, on n'en tire plus grand chose. Et d'ailleurs voilà, pour en revenir à Abantos, si on regarde un petit peu, je regardais encore même des vidéos d'il y a seulement quelques mois, c'est assez flagrant de se dire que même que, comme je vous disais, ce problème de frustration, d'avoir du mal un petit peu à attendre, on a encore bien progressé dessus parce que mine de rien, quand je regarde les vidéos d'il y a à peine 6 mois, même pas, ou même quelques mois en arrière, il y avait énormément de signes de tension en séance. Je vous mets un petit exemple ici, une vidéo de l'an passé, une séance en liberté par rapport à une séance en liberté maintenant. On voit clairement qu'il avait beaucoup plus de signes de tension, de signes d'inconfort, et que maintenant il se pose beaucoup plus. Donc voilà, on voit qu'on progresse encore là-dessus sur sa frustration, on avance encore. Ensuite, penses-tu quitter ton boulot pour te consacrer aux chevaux?
Clairement non. Déjà parce qu'avec le projet écurie, j'ai dû faire des prêts, il y a beaucoup d'argent qui est parti là-dedans, donc maintenant il va falloir rembourser ces prêts et donc clairement j'ai besoin de mon salaire actuel pour tenir tout ça. Et puis surtout c'est que je veux mon travail avec les chevaux, donc aux chevaux que je vais rééduquer, que je vais prendre en pension travail, aux gens à qui je vais donner cours, je veux que ça reste de la qualité. À partir du moment où ça devient un gagne-pain, comme on parlait tout à l'heure du centre équestre avec Michel, à partir du moment où ça devient un gagne-pain, on est obligé de bâcler un petit peu parce qu'on se dit qu'il faut que l'argent rentre. Donc on veut du résultat, du résultat, du résultat. Et moi justement, je veux vraiment être dans l'être, je veux vraiment être dans apporter du bonheur aux chevaux, aux couples cavalier-cheval. Et je veux pas du tout être dans cette course au résultat, cette course à l'argent. Et donc, je veux pas que ce soit mon gagne-pain. Je veux toujours pouvoir me dire, eh ben, si la personne n'est pas contente, si ma méthode ne lui plaît pas, je vais pas m'adapter à la personne. Je vais continuer dans ce que je sais, dans ce que je sais de bon pour le cheval, parce que j'ai pas peur justement de me détacher et de me dire bah tant pis si je gagne pas d'argent et que la personne arrête de travailler avec moi parce que ma méthode ne plaît pas, et ben c'est pas grave, j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de cette personne, j'ai pas besoin de cet argent. Je veux pas un jour me dire ah je suis obligée de changer ma méthode pour faire plaisir à telle personne parce que sinon je serais pas payée. Et ça je veux pas que ça arrive, donc du coup je reste sur mes positions. Même si évidemment ça implique des sacrifices, ça sera du travail vraiment clairement toute la journée, mon boulot, les chevaux, mon boulot, les chevaux, mais voilà, c'est ce que j'aime aussi, donc c'est un peu la mission d'une vie aussi, c'est un peu la mission que m'a donnée Domino, voilà, de transmettre tout ce qu'elle m'a appris aux autres chevaux et je veux pas gâcher ça et je veux vraiment que le message reste intact. Alors, comment tu choisis la formation par Catherine Sen? Tu la connaissais déjà et savais-tu que tu voudrais suivre sa formation? Alors de nouveau, ce fameux instinct qui m'a bien aidée. Voilà, peu après le moment où Domino est parti, où je me suis dit voilà, je vais acheter l'écurie, je vais acheter le terrain pour faire construire l'écurie, pour pouvoir transmettre tout ce qu'elle m'a donné, je me suis dit il me faudrait quand même que j'ai une certification déjà pour pouvoir enseigner et puis surtout avoir quand même une confirmation que je suis quand même dans le juste et puis avoir des clés en plus parce que j'avais beaucoup de choses au niveau du savoir-être mais au niveau du savoir-faire, de la technique, j'avais quand même des petites lacunes par-ci par-là et je m'étais dit il faudrait que j'ai des petites clés en plus pour vraiment avoir quelque chose de complet et pouvoir faire face à toutes les situations. Et donc j'ai cherché un petit moment et j'avais tombé beaucoup sur des gens, que ce soit des gens connus ou moins connus, qui étaient dans la méthode voilà, éthologie, dans la méthode la science, anti-boost, pas de Parelli. Et donc ça, bon voilà, ça ne me convenait pas, ça je le savais déjà depuis un moment, hein, depuis Domino. Et donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver et puis un jour je suis tombée voilà, sur le site de cette dame, j'ai regardé un petit peu ses vidéos, un petit peu son travail et puis surtout je l'ai appelée voilà, pour discuter avec elle, pour voir si vraiment, dans quelle méthode elle était vraiment et j'ai tout de suite compris que l'éthologie elle n'était pas pour non plus, la montée en phase elle n'était pas pour non plus. On avait beaucoup de points communs dans notre approche des chevaux, elle était vraiment dans une approche bienveillante, vraiment dans le renforcement positif. Je cherchais aussi quelque chose de pratiquement plus doux que moi. Parce que je sais que si je suis une formation, forcément je vais devoir faire intervenir mes chevaux, que ce soit caresse ou avantos. Et moi justement, je voulais pas que ça casse ce que j'avais construit avec eux. Je voulais que ça soit dans la même lignée, soit si ça ne l'était pas, que ce soit pratiquement plus doux que ce que je faisais déjà. Je voulais pas quelque chose qui allait avec beaucoup de renforcement négatif par exemple. Et donc du coup quand elle m'a dit qu'elle faisait que du renforcement positif, il n'y avait vraiment pas de renforcement négatif, je me suis dit bon bah, je ne risque pas grand chose parce que moi comme je vous ai dit des fois ça m'arrive d'utiliser un petit peu de renforcement négatif même si j'essaye au maximum d'être dans le positif, ça m'arrive voilà, je ne suis pas contre, je suis ouverte à ça et ça m'arrive parfois voilà d'utiliser comme je vous ai dit un petit peu de pression, un petit peu voilà, pas forcément mauvais en soi, tout dépend voilà de nouveau le dosage, bref. Et donc du coup bah, je me suis dit ça conviendra à mes chevaux du coup au niveau de ce qu'elle m'expliquait. Et puis surtout, elle travaillait avec la voix. Et ça, je me suis dit, moi j'ai toujours eu l'intuition qu'avec la voix on peut faire quelque chose. J'ai toujours beaucoup parlé à mes chevaux. Comme je vous disais, voilà, les chevaux montent de silence, oui, mais de nouveau, on cherche à créer un langage commun avec eux. Hein. Ils savent très bien qu'on est une espèce différente. Les chevaux eux-mêmes cherchent à créer un langage commun, ils n'essaient pas de reproduire ce qu'ils font avec les autres chevaux. Donc, autant Catherine était vraiment dans le on apprend au cheval la voix et du coup bah, on leur apporte quelque chose de très humain, autant moi je suis un petit peu plus dans l'entre-deux. C'est-à-dire que j'utilise aussi beaucoup l'énergie, le savoir-être et du coup le langage commun que je propose au cheval, il y a un petit peu du cheval, de l'énergie, etc. et aussi de l'humain où
où je mets la voix, parce que je trouve quand même que la voix, on fait quand même véhiculer beaucoup de choses, et qu'avec le savoir-être, bah voilà, la joie par exemple, c'est pas toujours facile de la faire voyager que par l'énergie, et que le cheval, je trouve, est assez réceptif à cette voix. On met de la joie dans la voix, quand on a envie que quelque chose soit important, qu'on met de l'emphase sur quelque chose, on sent que le cheval tout de suite, hop, il va se focus un petit peu plus sur la chose quand on a la bonne intonation. Donc voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose à travailler. Alors de nouveau, elle est vraiment 100% la voix, il n'y a pas beaucoup de travail avec l'énergie. Moi j'ajouterais un petit peu justement ce module un petit peu plus énergie, mais je m'étais dit c'est bien parce que ça va me permettre de bien utiliser la voix, et ce qui en effet était le cas. Ça me permet maintenant de cadrer un petit peu plus ma voix et de savoir exactement quand j'utilise quelle voix, quel effet ça a sur le cheval, quel effet ça a sur son cerveau, ce qui est en effet très utile. Sinon pour le reste on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et du coup, ce qui fait que ça s'est très bien passé quand j'ai dû intégrer Caresse dans les séances pour lui apprendre les exercices de Catherine. J'ai pu incorporer justement les clés qui me manquaient, la technique qui me manquait, mais au niveau de mon savoir-être et de ma façon générale de travailler, j'ai vraiment rien eu à changer. Ça a vraiment été parfait. Et bien sûr, évidemment, il y avait par moments des petits points de désaccord au niveau du regard, par exemple, du cheval, qu'elle voulait vraiment que Caresse ait tout le temps, 100% du temps sur moi. Moi, de nouveau, je nuance un peu ça, comme je vous ai déjà dit. Le regard du cheval, je travaille beaucoup avec ça, mais le cheval est une proie, donc les proies ont un regard qui balaye un petit peu plus, et donc moi, ce que je veux avant tout, c'est l'attention du cheval. Sur des exercices complexes, là, je vais demander vraiment le regard. Mais sur des exercices plus simples que le cheval maîtrise à peu près, à partir du moment où j'ai son attention, où j'ai ses oreilles, voilà, je vais déjà pouvoir commencer à demander. Ce que je fais vraiment attention, c'est l'attention. Mais l'attention du cheval, il peut la donner juste voilà, avec ses oreilles. Donc le regard, ça va vraiment être, quand on est dans la recherche de la connexion très forte, dans un exercice qui est complexe pour le cheval, on en parlera encore d'ailleurs dans la vidéo qui suivra la semaine prochaine. Mais voilà, on avait quand même des petits points de divergence, mais ce qui est bien, c'est qu'on a toujours pu en discuter et qu'elle ne m'a jamais bloquée, elle ne m'a jamais obligée de faire absolument comme elle l'avait dit dans sa théorie. Ce qui comptait vraiment, c'était avant tout, comme je vous dis, que le cheval prenne plaisir, que le cheval soit dans des émotions positives au travail, et donc si Caresse était dans des émotions positives en s'exécutant dans le travail, et ben c'était gagné. Et donc vraiment je suis très contente d'être tombée sur elle, parce que d'avoir quelqu'un comme ça où il n'y a que le plaisir de cheval qui compte, et ce n'est pas que de la façade, que c'était vraiment vrai, qu'elle se focalisait vraiment là-dessus, c'est vraiment rare. Elle faisait passer, ben voilà, comme moi, le plaisir, l'être, avant le fait. Alors évidemment, j'ai appris énormément de choses, hein. Vous avez vu dans les dernières vidéos où je parle de ma formation, où je guide Caresse à distance sur des exercices assez complexes, où juste à la voix, je la guide dans des passages de porte à distance. On est vraiment sur des choses très pointues. Donc j'ai appris énormément au niveau technique, j'ai vraiment pu voilà, combler les petites lacunes, les lacunes qui me manquaient au niveau technique. Et maintenant, voilà, je crois que je suis vraiment prête à aborder un grand panel de chevaux, un grand panel de problèmes. Alors, as-tu déjà des clients? Avant d'en avoir, penses-tu trouver des cas comme TECOA pour gagner en expérience et documenter la chaîne? Alors oui, des clients, bah, j'en ai déjà. Évidemment, TECOA avec lequel je continue. Je continue maintenant un petit peu au niveau du travail monté, comme je vous avais dit, au niveau de la monte en licol. Je continue évidemment en parallèle à pied. J'ai également une cliente qui a 2 chevaux qui ont beaucoup de mal au niveau de l'anxiété de séparation. Ça, je crois que je vous en avais touché un mot dans une des vidéos. Voilà, où je vous explique justement que j'utilise de nouveau ce système de target pour leur permettre de mettre de la joie, du confort même quand ils sont séparés, et de les séparer voilà, très progressivement en écoutant les signes de tension, en les remettant au moindre stress. Voilà. Donc là on travaille vraiment sur cette problématique d'anxiété de séparation, ce qui est vraiment intéressant. J'avais jamais travaillé là-dessus avant, et donc voilà, même si j'avais quelques idées, ça me permet au fur et à mesure que je travaille de nouveau de consolider encore un petit peu plus ma méthode. Donc ça c'est vraiment un cas intéressant. Après sinon, bah voilà, j'avais eu les cours avec le cheval espagnol Rio, avec le petit enfant de 10 ans, on avait commencé à essayer de créer un lien. J'avais également donné cours à la maman avec son autre jument, où là on avait travaillé un petit peu plus sur tout ce qui est désensibilisation, etc., tout en travaillant le lien également. Donc voilà, j'ai quand même quelques demandes par-ci par-là. Je fais pas vraiment beaucoup de pub parce que comme j'ai mon travail, comme j'ai mes chevaux, quand je dois me déplacer comme ça pour aller donner cours, ça prend quand même pas mal de temps, donc je peux pas prendre énormément de gens par semaine, ce qui sera beaucoup plus facile quand je serai à mon écurie parce que je serai sur place. Donc là je ferai un petit peu plus de pub. Donc là forcément il y aura
plus de monde. Donc là en fait je ne prends vraiment que les gens qui me contactent, mais je sais pas de faire de la pub pour les cours, etc. Alors des cas comme Tekoa, de nouveau je prends vraiment comme je disais, les gens qui me contactent, qui ont un problème, je ne suis pas en train de trier, en train de chercher absolument telle ou telle problématique. Je suis vraiment heureuse de travailler sur n'importe quelle problématique, que ce soit une problématique que je connaisse déjà ou pas du tout, comme l'anxiété de séparation. Je suis vraiment voilà, ouverte à tout. Documenter la chaîne, et bien évidemment, voilà, dès que les gens sont ok pour filmer, eh ben, je vous poste des images, ce n'est pas toujours le cas, mais avec Tekoa, vous aurez des images très prochainement de notre avancée, et également la semaine prochaine, il y aura un nouveau cas, un nouveau cours que j'ai donné là en vacances, dont je ne vous ai pas encore parlé, et je vous laisse la surprise. Pour la semaine prochaine, vous aurez voilà, une belle vidéo documentée sur ce cas, qui est encore un cas complètement différent de tous les autres. Donc non, je ne recherche pas forcément des chevaux comme Tekoa, simplement si je tombe sur un cheval comme ça, je serai très heureuse de pouvoir l'aider parce que j'ai déjà justement un petit peu d'expérience, et en effet, chaque cheval de toute façon dans ce cas-là, je vais gagner en expérience. Voilà, et du coup on en vient à la question suivante, comment as-tu recherché Tekoa? Avais-tu des critères précis? Voulais-tu particulièrement t'occuper d'un cheval renfermé? Et en fait j'avais posté simplement une petite annonce sur plusieurs groupes Facebook et sur mon compte perso aussi, où j'avais dit que dans le cadre de mon mémoire je cherchais un cheval avec un problème et que voilà je proposais du coup d'avancer dans cette problématique gratuitement et que voilà en échange je documenterais tout ça dans mon mémoire. Et j'ai eu énormément de retours, en fait je ne pensais pas en avoir autant. Je crois que j'avais 5 ou 6 personnes au total. Je vous en avais d'ailleurs un petit peu parlé dans la vidéo de mon mémoire où à la fin je vous fais un petit retour sur les autres cas que j'ai eu. J'ai eu vraiment des cas complètement différents. J'avais des problématiques qui étaient vraiment plus sur le cavalier que sur le cheval. J'avais aussi des chevaux qui avaient des problèmes plutôt de stress, d'anxiété, de tristesse au travail également. Voilà, il y avait vraiment un petit peu de tout. Et Tekoa, pourquoi j'ai choisi Tekoa? Ça a été difficile de faire le choix, clairement tous les cas auraient été intéressants, mais parce que je me disais c'est vraiment le seul cas en fait où c'est vraiment le cheval qui a 100% le problème. La cavalière, évidemment elle en avait un petit peu, les positionnements n'étaient pas toujours 100% justes, mais elle ne faisait pas des grosses erreurs comme certains autres que j'ai pu voir, et où il y aurait vraiment plus de travail sur l'humain. Et mon mémoire, c'était vraiment le cheval. Donc même si voilà, dans mon activité actuelle, je fais autant de travail sur l'humain que sur le cheval, si même pas parfois plus sur l'humain que sur le cheval, parce que souvent, le problème c'est le savoir-être de l'humain, la façon de se comporter de l'humain qui ressurgit sur le cheval. Voilà, pour le mémoire, il fallait vraiment que ce soit le problème du cheval. Et donc Tekoa, c'était clairement son problème de renfermement, de cheval complètement éteint qu'il fallait rouvrir. Donc après voilà, on a fait intervenir la propriétaire qui a elle aussi travaillé sur elle, mais le gros du travail c'était vraiment sur le cheval, et je pense que c'est vraiment ça qui m'a décidé. Je me dis que le travail ce serait peut-être le travail le plus difficile mais au final le plus complet, et donc de nouveau je voulais faire vraiment voilà, un beau travail, quelque chose qui me challenge un petit peu et pas quelque chose de facile. Moi dans ma vie j'ai toujours cherché un petit peu le challenge, le dépassement, et je trouve qu'après on est tellement plus content de ce qu'on a fait, donc j'ai pris des risques. Mais je suis vraiment contente parce que j'en ai appris énormément. Et puis surtout le cas de Tekoa, au final, je trouve c'est le résumé de beaucoup des cas en fait de nos chevaux, parce que le cas du renfermement est très fort collé à la notion de résignation acquise. Et ça c'est le cas, les chevaux résignés, les chevaux renfermés, ce sont tous les cas des chevaux de club et même des chevaux de propriétaires qui, à force d'être dans un travail répétitif, se renferment, se résignent. Et tout ça, ça vient de la façon dont on voit le cheval, dont la société voit le cheval comme un produit de consommation au service de l'humain. Parce que voilà, le cheval est un produit, il faut que l'humain s'amuse tout de suite. Et donc de nouveau, comme je vous dis souvent, comme je vous dis toujours, ce qu'on apprend dans les clubs, c'est à faire avec le cheval, au lieu d'apprendre à être avec le cheval, au lieu d'apprendre à communiquer avec le cheval, ce qui est beaucoup plus, au final, sécuritaire. De comprendre, de communiquer le cheval, c'est beaucoup plus sécurisant que d'apprendre au cheval à devenir un robot et à se résigner pour pouvoir supporter toutes les bêtises de l'humain. Et donc du coup, ce cas de Tekoa est un cas qui va beaucoup plus loin, parce que c'est un cas également qui me permet de toucher au point sensible, de toucher au point qu'il faut vraiment changer la mentalité qu'on a par rapport aux chevaux, et qu'il faut remettre vraiment le cheval au centre de l'équitation et plus l'humain. Parce qu'à partir du moment où on remet le cheval au centre de l'équitation, on n'a plus ces chevaux renfermés, on n'a plus ces chevaux éteints, on n'a plus ces chevaux qui se résignent. Parce qu'on garde les chevaux vivants et on garde les chevaux ouverts dans la communication. Et donc je trouve qu'au final, ce cas, c'est le plus beau cas que je pouvais trouver. C'est un problème qui va toucher de toute façon énormément de chevaux, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai publié le livre, parce que je pense que à un moment donné ou à un autre, vous avez tous dans votre séance eu votre cheval
qui s'est renfermé, qui s'est mis dans la résignation parce que vous l'avez poussé un peu trop loin, vous avez mis un petit peu trop de pression, sans forcément faire du join-up, qui là est clairement le pire des cas pour pousser un cheval à la résignation. Mais voilà, en ayant été une demande un petit peu trop loin, en ayant insisté un peu trop, vous avez tous eu un moment, forcément, votre cheval qui s'est renfermé, qui s'est résigné. Et donc du coup, tout ce que j'explique, ça peut être utilisé, que ce soit sur un cheval qui est complètement renfermé ou sur un cheval qui est renfermé ponctuellement. Et donc voilà, c'est quelque chose qui peut servir à tout au final, c'est un véritable couteau suisse. Et puis en plus voilà, ça rejoint cette problématique de cette notion du cheval au niveau de la société qui doit vraiment changer. As-tu déjà été confronté à un cheval qui refuse, panique au van ou un cheval agressif? Y a-t-il des cas qui pourraient t'inquiéter un petit peu plus que d'autres? Alors un cheval agressif, clairement vous aurez un cas la semaine prochaine, donc ça va être fait. Un cheval qui panique, qui stresse au van, qui refuse de rentrer, j'avais des petits problèmes avec Abentos au tout début. Rien de bien dramatique, mais voilà, je l'ai vu un petit peu avec mes chevaux. Après, la problématique du van en dehors d'avec mes chevaux, du coup, c'est pas quelque chose qu'on m'a encore demandé de travailler, mais je sais que ça arrivera forcément parce que c'est une problématique classique, donc ça c'est clairement quelque chose que voilà, je peux travailler. Et de nouveau, on est toujours de toute façon sur les mêmes concepts, sur les mêmes choses, même si on s'adapte à chaque cheval, on s'adapte à chaque problématique, on va toujours travailler voilà, avec la zone de tolérance, avec s'approcher petit à petit, avec rendre tout ça confortable, avec les systèmes de target, se retrouver dans le système émotionnel play seeking, observer les signaux d'apaisement, respecter les signaux de stress du cheval, s'éloigner dès qu'il y a un stress, s'éloigner du van dès qu'il y a un stress, rendre ça confortable avec toute une série de petits jeux autour du van. Et puis voilà, ça marche de toute façon un petit peu comme quand on a travaillé le pont avec Tekoa. Souvenez-vous, le pont sur lequel Tekoa ne voulait absolument pas monter ou rester figé devant ce pont sans vouloir mettre un pied dessus. C'est un petit peu pareil que la problématique du van. Voilà, si vous voulez retourner voir la vidéo de mon mémoire où justement j'en parle, où je me sers beaucoup de la voix, où justement je demande à Tekoa de venir lui-même me rejoindre dans le van et à aucun moment je ne tire, je ne pousse, je ne fais vraiment que l'attirer par mon savoir-être, par la joie. Et c'est lui qui me rejoint et à aucun moment il n'y a de pression pour l'amener sur ce pont. Donc voilà, ça pourrait ressembler un petit peu à ce que je travaillerais au niveau du van, mais voilà, en tant que tel, j'ai pas eu d'élèves qui m'ont demandé de travailler là-dessus. Y a-t-il des cas qui pourraient t'inquiéter plus que d'autres? Justement, le cheval dont vous allez suivre l'aventure la semaine prochaine était un cheval voilà, vraiment agressif et en effet ce cas m'a un petit peu inquiété de prime abord. Donc quand on m'a expliqué la problématique et que j'ai vu le cheval le premier jour, le premier cours que je devais donner était le lendemain et je m'étais dit ouais là on parle de loin, enfin vous découvrirez ce cheval mais c'était vraiment assez inquiétant et je m'étais dit oulala comment ça va se passer, et les premiers moments risquent d'être complets. Voilà, après j'étais très contente de m'occuper de ce cas et je savais que ça allait m'apprendre énormément. Mais c'est vrai que j'avais une petite appréhension au départ qui, vous allez voir, s'est très vite envolée au bout de quelques secondes avec le cheval. Mais voilà. En fait, j'ai été rassurée dès que j'étais au contact avec le cheval, mais quand j'ai vu le cheval avec le propriétaire, je me suis dit ouh là 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 là. Mais dès que j'ai eu le cheval en main, c'était bon. Enfin voilà, vous découvrirez ça la semaine prochaine. As-tu parfois peur de chevaux? Alors bon, clairement avec Abentos au début, j'ai eu quelques fois des frayeurs avec lui. J'ai eu clairement des fois peur de lui parce que c'était pas comme Caresse ou Domino qui, quand ils comprenaient pas ou quand ça n'allait pas, partaient de leur côté. Il avait vraiment, Abentos, tendance à venir vers moi, à venir chercher sa réponse, à venir demander de l'aide et vraiment à me venir dessus parce qu'il avait besoin de moi et que je n'arrivais pas à lui apporter ce dont il avait besoin au tout début. Et ça d'ailleurs j'en reparlerai dans la vidéo de la semaine prochaine. C'est un comportement qu'on retrouve beaucoup plus en fait chez les mâles que chez les juments qui vont vraiment avoir ce besoin du guide, ce besoin de trouver leur réponse. Et donc oui, lui, j'ai vraiment eu des inquiétudes au début où je me disais même je vais pas m'en sortir, j'avais pas non plus tout le background que j'ai maintenant. Et donc c'est-à-dire que je lisais les signes un peu tard, j'y répondais un peu tard, j'y répondais mal. Et du coup voilà, ça se passait mal. Mais sinon, avec les chevaux que j'ai pu croiser en séance, j'avoue que non, j'ai pas vraiment eu de peur. J'ai toujours réussi à lire les signaux à temps, à y répondre à temps. Donc voilà, j'ai pas eu de moment où je me suis dit que ça ne va pas. Par contre, je sais qu'avec Abentos à l'époque, si ça se passait de nouveau avec un cheval d'un client, je respecterais toujours cette peur. Je ne me dirais pas j'y vais même si j'ai peur. Je prendrais le temps
de redescendre, de regarder, de me mettre en sécurité, quitte à commencer, si le cheval est vraiment dangereux, avec une barrière entre moi et le cheval, de commencer derrière la porte d'un paddock. On peut déjà communiquer en fait, même si le cheval est dans le paddock en train d'être complètement fou par exemple, et moi d'être en dehors, on peut déjà communiquer, on peut déjà s'envoyer des informations avec une barrière de protection entre nous. Ça c'est quelque chose de possible et c'est quelque chose que clairement je pourrais faire si un jour je ne me sens pas bien, parce que je sais très bien que si je me sens pas bien, je vais renvoyer un mauvais savoir-être et que ça va être encore pire. Donc voilà, je ne l'exclus pas, j'ai eu peur avec Abentos et je sais que probablement j'aurai encore peur et du coup voilà, c'est probablement comme ça que je réagirai. Comment as-tu géré le départ de Domino et aussi comment Abentos l'a vécu? T'y es-tu préparé et comment? N'as-tu pas eu peur qu'Abentos ressente la tristesse et que cela impacte votre relation? Alors oui, évidemment, ça a été très très dur. Préparer, Domino avait le syndrome de Vobler, donc je savais clairement que ça n'allait pas aller en s'améliorant. Elle avait un syndrome neurologique, par moments elle sentait plus du tout, du coup c'est postérieur. Elle avait des moments de rémission, mais globalement c'était quand même compliqué. Elle avait fait déjà un petit AVC l'année d'avant son départ, qu'il avait déjà un petit peu diminué, donc on savait qu'il y avait ce risque d'AVC qui traînait, mais comme toujours, on essaie toujours de se dire ça va aller, et puis surtout jusqu'au dernier jour en fait, j'ai pu travailler avec Domino. Jusqu'au dernier jour, elle a eu envie de faire des choses. La semaine avant son départ, on était encore en train de galoper dans les champs, elle était bien, enfin voilà, elle avait son syndrome toujours, mais elle était bien, elle était heureuse, elle n'avait pas de soucis pour galoper. Donc c'est vrai que l'AVC qui l'a fait partir a été un petit peu brutal, et de toute façon on n'est jamais préparé à ça. On croit toujours qu'on s'y attend, mais non, on s'y attend jamais vraiment complètement. J'avais encore fait des plans pour ce week-end-là, je pensais l'emmener à la rivière, je me souviens, ce week-end-là. Donc j'étais clairement pas dans une optique où ça va pas aller. Donc oui, ça a été très très dur, surtout la décision voilà, de la faire partir. Parce que voilà, elle était devenue aveugle suite à l'AVC, vraiment énormément de symptômes neurologiques, on a fait venir plusieurs fois le veto pour savoir si ça allait s'améliorer, pas s'améliorer, ça allait vraiment se dégrader d'heure en heure. Et la décision était dure à prendre parce que je me disais, est-ce qu'on n'a pas une chance peut-être que ça va s'améliorer? Mais voilà, la jument elle souffrait, elle était vraiment pas bien, les vétos aussi, voilà, qui connaissent ce genre de cas ont pu vraiment m'épauler et m'expliquer ce qui se passait. Donc voilà, le plus dur ça a été vraiment de prendre cette décision. Au niveau d'Abentos, clairement oui, on était tous les deux perdus, Abentos et moi. Par contre, ça nous a rapprochés au niveau de la relation. Donc ça nous a vraiment fusionné, en fait on s'est vraiment rabattus l'un sur l'autre. Il avait déjà beaucoup besoin de moi à l'époque, mais alors maintenant c'est vraiment maman quoi. Il est complètement 100% sur moi et ça nous a vraiment débloqué carrément la liberté en extérieur, où je sais que je peux le lâcher n'importe où, il reviendra toujours. Voilà, et après moi, comment j'ai géré ça? Ben moi ça a été très très compliqué, j'ai eu besoin vraiment de reprendre déjà confiance en moi, parce que Domino c'était vraiment une partie de moi. Et donc je suis partie un petit peu à l'aventure, j'ai fait des trails en montagne, j'ai fait même un petit peu d'alpinisme. J'avais vraiment besoin de me prouver que j'étais encore capable en fait de faire des choses et que je pouvais vraiment compter sur moi. Parce que j'avais l'impression vraiment d'avoir plus que moi à ce moment-là. Et j'ai trouvé beaucoup de réponses en fait sur moi en allant faire toutes ces aventures à travers le monde. Et j'ai vraiment trouvé une part de Domino aussi. Et c'est là que j'ai vraiment eu l'impression que j'avais une part de Domino en moi, que j'avais une part de son énergie en moi, qu'elle m'avait vraiment laissé quelque chose de grand. C'est là que je me suis dit, tout ce qu'elle m'a laissé au niveau savoir aussi, savoir-être, savoir-faire, tout ce que j'ai appris avec elle, il faut que je le retransmette, il ne faut pas qu'elle soit partie en moi. Parce que je dis, maintenant, elle vit à travers moi, à travers ce que je peux retransmettre. Et d'autant que je retransmets un petit peu de ce qu'elle m'a donné, elle est encore un petit peu là parmi nous. Et donc j'ai eu envie en fait de prolonger son existence en parlant d'elle comme ça. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube qui existait déjà mais que j'ai remis un petit peu au goût du jour. Et c'est pour ça aussi voilà, que j'ai acheté le terrain pour faire construire l'écurie, pouvoir vous donner des cours, prendre des chevaux en pension travail, c'est que j'ai suivi cette formation de comportementaliste équin. Voilà, tout ça c'était pour en arriver là, à pouvoir vous transmettre tout ça. Et donc ça c'est vraiment ce qui m'a aidé en effet à surmonter son départ, à en faire quelque chose de positif, à transformer le négatif en positif et à continuer à la faire vivre à travers tout ça. La question de savoir si j'ai pris Caresse à mes côtés justement pour combler ce manque de Domino, alors pas du tout, je voulais même pas reprendre de cheval au départ de Domino. J'avais Abentos et je m'étais dit je vais consolider encore plus le lien avec lui, je savais qu'il avait encore
plus besoin de moi qu'avant, donc je ne voulais absolument pas me relancer dans l'aventure avec un nouveau cheval. Et puis est venue Caresse, hein, ça je vous avais raconté notre rencontre, dans ce club de nouveau ici dans le sud de la France. Jument trotteur, aussi jument qui avait ses soucis, jument très sensible qui avait aussi pas mal de soucis. Avec moi ça a collé tout de suite, elle voulait pas galoper, moi je me suis mise dessus, j'ai pensé galop, elle est partie au galop. Il y a tout de suite eu quelque chose de fort avec elle, et puis je sentais que dans ce club ça n'irait pas. Déjà il l'aurait pas gardée, elle était trop compliquée, donc c'était de nouveau un petit peu un sauvetage en quelque sorte. Et puis aussi un hommage à Domino que j'ai récupéré de ce club. Je me dis bah voilà, ce que j'ai fait pour Domino, je peux le refaire ici pour Caresse. Je pouvais apporter quelque chose à cette jument, j'ai senti tout de suite ce lien. La jument m'a clairement choisi, comme Abantos, comme Domino. Donc j'ai dit voilà, de nouveau j'ai suivi mon instinct, j'ai dit je peux pas passer à côté de ça. C'était un petit peu les premiers jours que je l'avais montée, j'avais dit non, je ne craquerai pas. Et puis un matin je me suis levée, j'ai dit si, je vais la ramener. Et voilà, et du coup c'est comme ça que c'est arrivé, mais donc le fait que je l'ai pris, ça n'a vraiment rien à voir avec le départ de Domino. Ensuite j'ai une question sur le choix de mon coach, donc il me suit actuellement à l'obstacle avec Caresse, il me suivait également à l'obstacle avec Avantos. Et au niveau de son état d'esprit, voilà, comment ça s'articule par rapport à ma façon de faire, etc. et comment je l'ai choisi. Donc pareil, j'ai mis un petit bout de temps avant de trouver un coach. Je voulais vraiment quelqu'un de très pointu techniquement, parce que de nouveau, moi voilà, le savoir-être, tout ce qui est à pied, ça roule. Mais monter, voilà, de nouveau, je ne suis pas moniteur, donc même si au niveau de la liberté, de la communication avec le cheval monté, je peux amener énormément de clés, je ne vais pas pouvoir amener quelqu'un à un haut niveau à l'obstacle ou à un haut niveau en dressage. Voilà, ça clairement, ça va être compliqué. Donc j'avais besoin vraiment quelqu'un avec beaucoup de technique, beaucoup d'expérience, et donc voilà, il m'a fallu un petit peu de temps. Et puis surtout, j'avais besoin de quelqu'un qui puisse comprendre mes chevaux qui étaient quand même assez spéciaux, hein. Surtout avec Abantos. On a commencé avec Abantos à l'époque parce que Caresse n'était pas encore là. Domino, je prenais pas cours parce que je travaillais avec elle de son côté, de mon côté avec son syndrome de Vobler, c'était clairement plus possible de faire des grandes choses techniques. Donc je faisais vraiment moi-même à son rythme. Mais donc voilà, avec Abantos, j'avais essayé avec plusieurs moniteurs et à chaque fois les moniteurs s'énervaient parce qu'Abantos montait en pression sur des trucs tout bêtes, même faire un cercle, il arrivait à faire le bordel, à s'énerver, et c'était vraiment très compliqué. Et du coup, il n'y a que mon coach actuel qui lui, il n'a pas perdu patience, et il a compris le cheval, et en fait lui, il a vraiment l'habitude des chevaux compliqués. Il ne fait que ça, les chevaux sensibles, les chevaux compliqués, il adore ça, il a la patience et il n'a que ça. Et donc c'est quelqu'un qui va monter des chevaux vraiment à haut niveau en compétition, à niveau national, même international. Il va aller sur des grosses compétitions, 1m30 plus. Il va valoriser des jeunes chevaux, donc que lui va monter en compétition. Il donne aussi énormément de cours avec des propriétaires qui montent après également dans des concours à haut niveau. Donc voilà, il a vraiment beaucoup de techniques, et puis surtout, il comprend bien les chevaux. Alors après, on n'a pas forcément la même approche, c'est-à-dire que sa façon de répondre au cheval va pas être la même que la mienne. Il va être beaucoup plus dans la méthode éthologique quand il est à pied et monté en lançant également des petites bribes, mais par contre, il lit très bien le cheval, il comprend très bien les chevaux, il voit dès qu'Abantos ça commence à pas aller, il le voit même parfois, il le voit en même temps que moi, ou même des fois au tout début il le voyait avant moi, et ça c'est super, parce que du coup il sait tout de suite, hop, il faut qu'on change d'exercice, il faut qu'on redécontracte, et donc même si la réponse qu'il apportait à Abantos n'était pas toujours la bonne et que j'étais pas toujours forcément d'accord, ce qui est bien, c'est qu'il a vu tellement de choses, il a tellement d'expérience, que c'est pas un problème pour lui de se dire ok ça fonctionne pas, on essaye autre chose, il reste pas bloqué sur une chose, il a l'habitude comme ça de s'adapter aux chevaux et de trouver les trucs même les plus improbables pour que ça fonctionne, et du coup il reste très ouvert. Donc quand moi je lui disais oui mais moi avec Abantos j'ai travaillé ça, je sais qu'il est un peu comme ça, est-ce qu'on peut essayer ça, il est complètement ouvert, et souvent voilà, il me laisse faire aussi, et puis ça permet de prendre mes propositions, de les cadrer aussi pour encore les améliorer, et de faire vraiment comme ça un travail d'équipe ensemble, avec moi plus le côté savoir-être et lui vraiment plus le côté technique. Par exemple, à Abantos, quand il commençait à se stresser, hop, on le reprenait en cordelette. Donc on faisait un cours mi-mort, mi-cordelette. Voilà, et donc ça, c'était quelque chose que lui avait complètement intégré à notre façon de faire, et c'est pas quelque chose qui posait problème. Et voilà, et c'est quelqu'un, comme je vous disais, de très très patient. On pouvait passer 1 heure à essayer de régler un problème sans se fâcher, et en prenant vraiment en compte le cheval, et donc ça, c'était vraiment plaisant. C'est aussi quelqu'un qui a absolument peur de rien, donc si jamais j'avais une frayeur avec Abantos, s'il y avait un stress, etc., il pouvait remonter dessus, il avait vraiment pas peur. Et puis tout ça évidemment dans la douceur, il allait jamais de front contre le cheval, il allait jamais l'attaquer avec les jambes, l'attaquer avec les mains, c'était toujours voilà, dans la technique,
dans la finesse. Donc voilà, il n'a jamais été brusqué à Bantos, il n'a été jamais tapé, cravaché sur Abantos pour qu'il passe l'obstacle, et ça, c'est pas toujours facile à trouver. Sinon au niveau dressage, ça je fais un petit peu de mon côté aussi, avec Alexis Cosma, qui est mon ostéo aussi, qui donne également des cours de dressage associés à la biomécanique, donc ça c'est absolument génial parce que c'est vraiment adapté à la morphologie et à la biomécanique de chaque cheval. Et puis de mon côté, je suis un petit peu également les enseignements de Pierre Beaupère, et ça je m'en sers beaucoup avec Caresse pour régler notamment son problème de symétrie. Sinon après, j'ai eu quelques suggestions pour les prochaines vidéos, donc je vous en parle ici. On m'a suggéré, voilà, la personne me dit qu'elle aime beaucoup les indications vraiment en temps réel, quand je commente vraiment image par image, comme j'avais fait dans une des dernières vidéos en duo. Je vous confirme que je refais ça dans une prochaine séance en duo, donc ça vous verrez ça prochainement. Ce qui a été apprécié aussi, les challenges et les expériences, comme l'expérience du téléphone, où je parle à Abantos et je le guide à distance, et aussi tout ce qui est même type d'exercice où je compare Caresse et Abantos sur un même exercice. Ça également, j'ai fait ça assez récemment avec un exercice de passage de bâche où c'est vraiment très intéressant de voir un petit peu les réactions et la méthode que j'utilise qui est vraiment différente pour Abantos et Caresse. Donc ça, vous aurez encore une vidéo là-dessus très prochainement. Au niveau des expériences, si ça vous a plu, voilà, si je retombe sur d'autres articles comme ça qui me donnent des idées de challenge, je vous en ferai part. On avait fait le challenge dressage aussi, je crois que ça avait été bien apprécié aussi, donc je garde ça en tête. Sinon, une petite semaine avec moi pour voir un peu mon planning, mon organisation. Donc comme je vous disais tout à l'heure, voilà, avec mes 40 heures par semaine, le week-end que je dédie un petit peu aux chevaux, voilà, ça fait des journées bien chargées. Donc oui, on pourrait faire comme ça une journée avec moi. Par exemple un week-end, je pense, c'est le plus intéressant. On voit comme ça mon rituel avant séance dont je vous parle depuis un bon moment, ma séance, mes secondes séances ensuite de la journée s'il y en a, et puis après ma soirée avec, voilà, du coup c'est moins intéressant, en général je me mets au travail sur les vidéos. Après sinon on me propose des story time pour entendre mon avis critique sur certaines pratiques, images par exemple, extrait d'épisodes, plutôt une analyse qu'un react. Alors ça je dis pourquoi pas si ça vous tente, voilà. Après ce qui me pose toujours problème, c'est au niveau des droits d'auteur aussi, il faut toujours l'autorisation, voilà, de la personne. Si je reprends un contenu, un épisode de quelqu'un d'autre, que ce soit connu ou pas connu, pour pouvoir ensuite le commenter et l'analyser, il faut déjà, voilà, que j'ai l'accord de cette personne, que je puisse rediffuser une partie de son contenu que je vais commenter. Et ensuite, voilà, c'est toujours compliqué, je trouve, de s'attaquer au contenu comme ça des autres de manière directe. Des fois, ça fait plus d'histoire qu'autre chose. J'aime bien vous commenter des choses comme ça de manière générale. Quand je vous parle par exemple d'une pratique, sans vous citer spécialement où je l'ai vu, dans quel contexte ou qui l'a fait, de vous parler généralement d'une pratique que j'ai vue et que voilà, et qui me plaît ou qui ne me plaît pas et pourquoi, etc. Là, si un jour l'occasion se présente, voilà, pourquoi pas, c'est une idée. Après, ce que j'aime bien vous faire aussi, c'est vraiment analyser ce qui se passe vraiment dans mes séances quand c'est moi, ou également quand c'est, voilà, comme on avait fait les séances quand c'est quelqu'un d'autre, comme par exemple on avait fait dans les séances savoir-être où c'était David qui s'était prêté au jeu, où là du coup je commentais ce qui se passait avec le cheval. Comme vous verrez également dans la vidéo de la semaine prochaine, comme quand je donne cours, je vais vous commenter également ce qui se passe en direct, ce que le propriétaire fait avec son cheval, je le commente directement depuis la carrière. Donc voilà, je préfère en effet commenter des choses qui se passent vraiment avec moi quand je suis là, que c'est un petit peu plus facile pour tout le monde d'organiser ce genre de choses que de reprendre des choses sur internet et de les commenter comme ça après dans son coin. Après c'est peut-être ma vision des choses qui est comme ça, mais sinon quand je serai à l'écurie, clairement ce qui peut peut-être se passer, c'est que je vois qu'il y a même des grands noms comme Jean-François Pignon qui se déplacent assez facilement chez les privés quand il y a un certain nombre de cavaliers qui sont prêts à venir et donc qui viennent proposer des stages. Et donc si par exemple Jean-François Pignon ou n'importe quel autre grand nom vient se présenter à l'écurie et vient offrir un stage chez moi, là ça fera l'occasion d'analyser un petit peu ce qui se passe, de commenter, voilà, là je pense que ce sera des choses un petit peu faisables, mais du coup je vais garder ça dans un coin de ma tête et voilà, essayer de penser comment je peux vous faire un petit peu des analyses comme ça. Et bien voilà, du coup je pense que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à venir me rejoindre en commentaire pour échanger. J'attends aussi votre réponse pour le live pour me dire si ça vous intéresse pour fin octobre, début novembre. Et du coup, comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.